Salut! Aujourd'hui, je viens vous parler du véhicule de demain, le véhicule du futur. Souvent, quand on pense au véhicule du futur, il y a des bonnes chances que ce soit ce genre d'image-là qui vous passe par la tête. Vous avez remarqué que je suis allé puiser ces images dans des œuvres de science-fiction notamment, parce que la culture populaire, c'est un reflet de qui on est en tant que société. Vous avez aussi sûrement remarqué que c'est toutes des variantes de voitures. Pourquoi? Parce que la voiture est solidement implantée dans notre conscience collective. En fait, en seulement 100 ans, la voiture est devenue de facto le moyen de transport personnel qu'on utilise en milieu urbain. Au-delà de son côté pratique, la voiture, c'est aussi devenu une espèce de symbole de succès. C'est comme un élément de plus vers l'atteinte du mythique rêve américain. Pour d'autres, c'est même une extension de sa personnalité, ce qui fait que c'est vraiment difficile de s'en départir. Pour répondre à l'adoption exponentielle de ce moyen de transport, il a fallu qu'on adapte nos villes en conséquence. On a commencé à voir des villes apparaître sans trottoir, comme si notre principal moyen de locomotion, nos jambes, était rendu désuet. On a vu la démocratisation du béton, de l'asphalte, comme principaux matériaux qui viennent tapisser notre décor urbain, en oubliant que du béton, de l'asphalte, c'est froid, c'est gris. Puis on a vu apparaître un autre problème au fil du temps, qu'on connaît tous, la congestion. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, on estime qu'un automobiliste, par année, va dépenser 800 $ en moyenne à être immobile dans du trafic. On parle de dépenses en essence, on parle de perte de temps aussi. Parlant d'immobilité, les voitures passent 95 % de leur temps à être immobiles, à être stationnées. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'on réserve dans les grandes villes du monde jusqu'à 50 % de la superficie totale pour des voitures. On parle de rues, d'autoroutes, mais de stationnement également. On a donc vu un urbanisme au service de la voiture au lieu d'un urbanisme évolué au service de l'être humain qui habite dans les villes. Vous vous imaginez que toutes ces voitures-là, ça crée un autre problème, ça crée de la pollution. Les voitures émettent du CO2, un gaz qui est notamment responsable du smog et du réchauffement climatique. Tous les scientifiques s'entendent pour dire qu'on est presque rendu au point de non-retour par rapport au changement climatique, puis que c'est aujourd'hui le temps d'agir. Les voitures sont responsables pour 1/5 de tous les gaz à effet de serre. Vous pouvez vous imaginer que respirer cet air-là, c'est pas forcément bon pour la santé. En fait, dans les villes les plus polluées du monde, quand il y a du smog, on considère que c'est pire, que l'effet du smog est pire que la cigarette, en fait. Puis il y a non seulement le problème de pollution, mais la voiture, ça fait aussi qu'on ne fait plus d'exercice, on ne se déplace plus. En Amérique du Nord, on considère qu'une personne sur deux ne fait pas assez d'exercice de base, c'est-à-dire marcher, faire les fameux 10 000 pas par jour. Vous m'excuserez de dépeindre un portrait un peu glauque de la situation, mais heureusement, face à des problèmes comme ça, l'être humain est toujours bon pour puiser dans son ingéniosité pour trouver des solutions. Puis de plus en plus, ces solutions-là passent par la technologie. Dans le domaine de la mobilité urbaine, on assiste justement à une révolution dans le domaine du transport. C'est la voiture électrique. La voiture électrique est alimentée par une batterie, par de l'électricité, puis elle a une autonomie de plus en plus impressionnante qui fait qu'on peut vraiment remplacer sa voiture traditionnelle par celle-ci. Ce n'est pas juste une révolution électrique, c'est également la voiture intelligente qui s'en vient. C'est une voiture qui est dotée d'ordinateurs hyper puissants qui font en sorte que la voiture, elle peut se conduire elle-même. Je pourrais même être écrasé dans mon salon, sortir mon téléphone, commander une voiture, puis 1 minute plus tard, elle m'attendrait devant ma porte de ma maison. Je vous propose qu'on regarde un petit peu les problématiques que j'ai évoquées plus tôt pour voir comment la voiture électrique, comment la voiture intelligente va y répondre. Au niveau de l'urbanisme, c'est pas mal la même chose. Une voiture électrique a la même empreinte qu'une voiture traditionnelle, puis demande des infrastructures qui sont autant coûteuses, puis elle crée le même stress sur ces infrastructures qui coûtent cher.
Au niveau de la pollution, de l'environnement, ben là, il y a une bonne nouvelle. Les voitures électriques, c'est zéro émission. Sauf que l'électricité, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Puis le problème, c'est que dans les pays industrialisés, la plupart des pays industrialisés, il y a beaucoup de réseaux énergétiques qui, en fait, roulent encore à des combustibles fossiles. Ça crée, vous l'avez deviné, des gaz à effet de serre. Fait que c'est comme si on prenait un problème puis on le mettait ailleurs. On se dit « Ah, c'est beau, on n'y pense pas, c'est un autre problème. » On fait un pas de côté, finalement. Puis au niveau de la santé, ben c'est le statu quo. En fait, c'est peut-être même pire parce qu'au lieu d'avoir à marcher pour aller chercher ma voiture, ben c'est elle qui vient à ma rencontre. La voiture électrique, la voiture intelligente, ce n'est pas le véhicule qui va régler nos problèmes de mobilité urbaine. En fait, c'est un véhicule qui est vieux de 200 ans qui va régler notre problème de mobilité urbaine. C'est le vélo. Le vélo, c'est le véhicule qui a le meilleur rendement énergétique. En dépensant la même énergie que je prends pour marcher, je peux aller 5 fois plus vite, je peux me déplacer 5 fois plus loin. En milieu urbain, un déplacement sur 2 est de moins de 10 km. Pour vous donner une idée, 10 km à vélo, c'est à peu près une demi-heure. Dans certains cas, quand il y a du trafic, en fait, je me rends même plus rapidement à vélo qu'une voiture qui va être prise dans le trafic. Donc, pour ces déplacements-là, c'est le vélo qui devrait être considéré pour la plupart des déplacements. Pour l'autre déplacement sur 2, celui de plus de 10 km, bien, le vélo peut quand même être d'une utilité, parce qu'en fait, il pourrait s'insérer dans une intermodalité des moyens de transport. Ça veut dire que je pourrais prendre mon vélo, si j'habite par exemple sur la Rive-Sud, puis je peux me rendre jusqu'à une station de train, prendre le train, me rendre au centre-ville, louer un Bixi, puis aller à mon travail. Puis juste pour être clair, ici, le problème, ce n'est pas la voiture en tant que telle. La voiture a plein d'utilités, puis ça, je ne le dément pas. Le problème, c'est qu'on ne remet pas en question notre choix de véhicule. Automatiquement, on se dit, on va prendre la voiture. C'est sûr que des fois, il faut aller chez Ikea, sauf que je ne vais pas m'acheter une étagère chez Ikea chaque jour, là. Si on regarde, on prend le vélo, puis on analyse à nouveau les problèmes que j'ai évoqués plus tôt, c'est presque absurde à quel point le vélo règle tous nos problèmes. C'est un peu comme une infopub que tu regardes, puis le produit règle comme tous tes problèmes que tu peux avoir dans l'univers, là, puis tu te dis « c'est quoi l'arnaque là-dedans? » Bien, ici, il n'y en a pas, en fait. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Ici, on a 200 voitures sur la route. Ici, on a 200 vélos. Le poids que les vélos font sur les infrastructures, bien, c'est considérablement réduit. On n'abîme pas autant les infrastructures, on n'a pas autant besoin de les maintenir qu'avec des voitures qui sont lourdes. Au niveau de la pollution, de l'écologie, bien, je pense que c'est assez évident. Les vélos n'émettent pas de CO2, puis ça coûte aussi beaucoup moins cher faire un vélo, c'est beaucoup moins polluant. Il n'y a pas de matériaux, de piles qui demandent des métaux rares, l'extraction de métaux rares qui est très polluant, en fait. Puis finalement, bien, au niveau de la santé, non seulement je me sens bien quand j'arrive au travail, mais faire une demi-heure de vélo par jour, je brûle 300 calories. Je fais d'une pierre deux coups. Je ne pense pas que je vous apprends grand-chose en vous exposant les bienfaits du vélo, mais pourtant, nos villes ne ressemblent pas à ça. On n'a pas une masse de cyclistes qui se promènent en ville pour aller au travail. Comment ça se fait? Comment ça se fait que, sachant tous les bienfaits puis tous les effets pervers de la voiture, bien, on ne change pas nos habitudes? Bien, il y a des chercheurs qui se sont posés la même question, puis ont demandé carrément à des citadins, ils ont dit « Pourquoi vous n'utilisez pas le vélo plus souvent? » Puis en fait, on se rend compte que toutes les réponses évoquées ramènent à un point, c'est les infrastructures déficientes. On mentionne notamment bien, que faire du vélo, c'est dangereux. On mentionne que c'est trop loin aller en vélo à mon travail, je ne peux pas utiliser le vélo. Faire du vélo l'hiver, c'est trop dangereux. Sauf qu'en fait, c'est tous des problèmes que la voiture peut vivre aussi. Si je roulais sur l'autoroute, puis que dans mon changement de voie, il y avait un TGV qui était dans ma voie de gauche, ça serait quand même pas mal dangereux. Bien, c'est la même chose à vélo. Quand il y a un camion qui arrive, effectivement, c'est dangereux. En hiver, c'est dangereux de faire du vélo quand il y a de la glace, mais en voiture aussi. Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, on déneige les rues. On a développé des infrastructures pour vraiment améliorer la conduite automobile,
Pourquoi on ne peut pas le faire pour le vélo? La bonne nouvelle, c'est que des changements d'infrastructure, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, ici même au Québec, on investit des millions de dollars pour faire des nouvelles autoroutes. Faire des nouvelles pistes cyclables, ça coûte une fraction de ce coût-là. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'enfin, on sait que ça marche, développer des infrastructures pour vélo. On sait que ça encourage la pratique du vélo parce qu'il y a d'autres villes qui l'ont fait. Ça, c'est une autoroute cycliste à Copenhague. Ça amène les cyclistes du point A au point B de la façon la plus rapide possible parce qu'à Copenhague, on s'est dit, les moyens de transport qui polluent le moins, qui sont meilleurs pour la santé de nos citoyens, on va s'arranger pour que les infrastructures soient les meilleures pour eux. Puis pour les voitures, au contraire, on va rendre ça plus compliqué. Il y en a peut-être qui habitent dans le plateau qui se reconnaissent un petit peu ici. Fait que si on sait que faire des infrastructures pour vélo, finalement, c'est pas si compliqué que ça se fait, puis en plus, ça marche, peut-être que c'est pas un problème d'infrastructure, mais c'est plus un problème de culture qu'on a en Amérique du Nord face au vélo. On a grandi avec la voiture. La voiture est sexy. Puis non seulement ça, la voiture nous rend sexy. Je veux dire, moi aussi, si je prends un costard blanc puis je m'accote sur une Aston Martin, je vais pouvoir séduire plein de femmes fatales. Là. Je veux dire, on a la même silhouette, il me reste juste le char, là, tu sais. Au fil du temps, la voiture a évolué avec des nouveaux designs vraiment stylés, puis des gadgets qui nous font vibrer. Mes parents, ils ont acheté une voiture il n'y a pas longtemps, puis ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents sont à la retraite, puis ils ont été vraiment raisonnables toute leur vie. Fait que là, ils se sont dit, « Ah ouais, bébé, on prend le gros char, puis on prend toutes les options. » Tu sais, toutes les options, ils ne savent même pas c'était quoi, ils l'ont pris. Puis je l'ai conduit, puis je tripais, là. C'était cool, je me sentais comme un gamin là-dedans. Je veux dire, la voiture me reconnaissait que j'avais la clé dans ma poche, fait qu'elle se débarre automatiquement. Il y a un bouton pour partir le moteur, il y a des écrans tactiles qui sont comme plus colorés que ma télé dans mon salon, genre. Et je peux partir les lave-glaces avec une commande vocale. C'est vraiment inutile, on est d'accord, mais c'est quand même vraiment cool, tu sais. Si on regarde du côté du vélo, c'est pas cool faire du vélo. C'est pas sexy. Le personnage de Steve Carell, il fait du vélo dans ce film-là, ça fait 40 ans qu'il est vierge. Si on regarde l'évolution du vélo depuis sa création, dans les 200 dernières années, on se rend compte que depuis 50 ans, le vélo n'a pas changé vraiment, en fait. D'un côté, ça témoigne un peu de la solidité de ce design-là, mais d'un autre, peut-être que ça contribue un peu à l'image désuète du vélo. Puis ce qui est paradoxal, c'est que même les compagnies qui offrent des produits pour cyclistes, pour améliorer la vie des cyclistes, on dirait que c'est des produits qui sortent tout droit des années 90. Moi, en tant que cycliste urbain, j'ai pas le goût de mettre un truc qui ressemble à un BlackBerry sur mon vélo, personnellement. Puis, tu sais, ces vieilles lumières-là, comme en silicone cheap, je veux dire, l'automobiliste, quand il arrive à destination, il n'enlève pas ses phares avant. Pourquoi le cycliste doit encore le faire? Pourquoi le cycliste est encore traité comme un citoyen de deuxième classe, considérant tous les bienfaits du vélo? C'est là que 3 de mes associés et moi-même, on a voulu faire la différence. On s'est dit pourquoi le vélo ne pourrait pas connaître une révolution technologique, tout comme la voiture. Et c'est pour ça qu'on a créé Smart Halo. Smart Halo, ça se connecte à mon téléphone, puis ça s'installe sur le guidon de n'importe quel vélo, puis ça transforme le vélo en vélo intelligent en offrant plein de fonctions avancées aux cyclistes. Donc, c'est un GPS pour naviguer les cyclistes en ville. C'est une lumière qui s'allume la nuit puis qui s'éteint automatiquement à la fin de mon trajet. C'est un système d'alarme qui va protéger mon vélo contre le vol, un des plus grands fléaux qui afflige tous les cyclistes. Puis, c'est aussi comme un Fitbit, un fitness tracker qu'on dit. Ça va faire le suivi de toutes mes données cyclistes, les calories que je brûle, la distance que je fais, la vitesse moyenne, etc. Je peux même me mettre des objectifs, puis le cercle va montrer ma progression vers ces objectifs-là. Contrairement aux produits que j'ai montrés un petit peu plus tôt, Smart Halo, ça reste sur le vélo. Ça fait partie intégrante du vélo. C'est attaché avec un système anti-vol. C'est ça qui fait en sorte que je n'ai même pas besoin d'appuyer sur un bouton. Le produit me détecte automatiquement, va allumer la lumière s'il fait noir, va activer le système d'alarme si je m'en vais. Bref, je n'ai même pas besoin d'y penser en tant que cycliste. Vous avez remarqué aussi que l'interface est composée seulement d'un cercle lumineux. Ça, c'est parce que en milieu urbain, quand on fait du vélo, il faut avoir les yeux sur la route. Il faut se concentrer sur le trafic. On ne peut pas se permettre d'avoir une espèce d'ordinateur avec des noms de rues, des chiffres complexes. C'est tout simplement dangereux.
Puis au-delà de ça, c'est aussi qu'on voulait garder une espèce de minimalisme qui est lié au vélo, une espèce de pureté de pédaler. Puis au-delà de ça, ben, c'est aussi qu'avoir un cercle qui se transforme puis qui change de couleur sur un guidon, ben, c'est quand même pas mal cool. Quand on a créé Smart Halo, je ne peux pas dire qu'on avait l'ambition de changer la mobilité urbaine. Opérer un changement de culture, ça prend du temps, puis ça ne se passe pas juste avec un produit technologique. Par contre, si ça peut crédibiliser le vélo auprès de quelqu'un qui verrait ce petit halo lumineux s'allumer, ben c'est déjà ça de gagner. Puis après ça, ben, tout peut se passer. Peut-être même que dans un de ses prochains films, au lieu d'être au volant d'une Aston Martin, ben James Bond, il sera à vélo. Merci. C'était Gabriel Alberola.